Godet. Quand j'ai parlé de Robert Godet, de Georges-Jean Aubry, dans la vidéo Mallarmé chez Debussy, la lettre de Claude Debussy à Georges-Jean Aubry, le recueil de correspondance, c'est les lettres de Robert Godet et Georges-Jean Aubry à Claude Debussy. Et Robert Godet, c'est l'un des plus anciens amis de Debussy, qui lui a été fidèle toute sa vie. Et il habitait ici, donc c'est le 4, 6 rue Cassini, c'est la même maison. Voilà, ça c'est pour le souvenir. Dieu sait si mon état m'oblige à regarder des vers. On m'en adresse chaque jour, comme s'il appartenait d'en juger à ceux dont le travail fut d'en faire. Il y eut jadis, sans doute, quelques vérités ou principes communs, quelques exigences définies qui s'imposaient assez pour qu'une manière de science des vers existât, permis de trier les poèmes et de conseiller les auteurs. On s'accordait entre soi sur diverses finesses du métier et quelques difficultés cruciales. Il existait une convention pour la connaissance du bien et du mal. Mais tous les arts sont libres maintenant. Personne n'y est plus expert que quiconque. L'antique distinction du bien et du mal est remplacée par génie ou non. L'art, désormais dans l'opinion, est si étroitement associé à l'idée de spontanéité ou à une sorte de spiritualisme révolutionnaire qu'un ouvrage dont l'apparence se distingue de ces critères sera présumé peu intéressant. Je n'y vois pas d'objection. Ce n'est après tout qu'une convention de plus, de rupture et d'incommensurabilité qui se substitue aux anciennes, mais avec cet avantage sur celle-ci qu'elle est simple et unique. Oui, et je sais que Debussy, sur son lit de mort, a dit « Toi aussi, Satie ». Et vous savez pourquoi aussi? Parce qu'on dénonçait les brumes impressionnistes, et notamment celui qui a été un des plus grands destructeurs de l'esthétique de Debussy, enfin destructeur. Parce qu'on se fie beaucoup trop au beau parler de la théorie, c'est Jean Cocteau. Et Debussy disait... Vous avez raison, mais Debussy, Cocteau prenait la clarté, la simplicité. C'était un peu l'école nouvelle, et puis Cocteau était quand même extrêmement mondain, alors que Debussy était plutôt familial, un peu plus renfermé. Et donc Cocteau fait des déclarations esthétiques, tonitruantes, plus de brume, plus rien de fuligineux, du clair, etc. Donc la jeune école, notamment le groupe D6, etc., dont Satie était un peu le papa. Et la blague de Debussy, qui trop, parlant du goût de Cocteau affiché pour une certaine simplicité, qui trop veut faire le Cocteau, trop tôt finit par viens popo, le viens popo. Voilà, c'est excellent. Excusez-moi, je reviens tout de suite vers vous. Oui, Debussy s'est bien vengé des méchants Jean Cocteau et Éric Satie. Mais j'en reviens à notre sujet, à mon introduction. Il s'agissait d'un texte de Paul Valéry, la préface des poèmes chinois de Tao Yuanming, c'est de 1929. Et vous voyez qu'au siècle dernier, l'opinion que l'on avait de la poésie, aussi bien côté public que côté poète, était vraiment celle d'aujourd'hui. Et Valéry dit que déjà, il n'y a plus de critères. Soit c'est génial, soit ça n'est pas génial. Et il recevait beaucoup de poèmes. Eh bien, ici aussi, siège d'une association théâtrale, nous devons faire face à beaucoup de courriers. Nous devons répondre d'abord à toutes sortes de sollicitations et de requêtes liées à la profession, demandes d'attribution de salles de spectacle, de lieux de répétition, recherche de cours, de comédiens ou de metteurs en scène, propositions de services, puis, surtout, parmi quantité de textes destinés à la représentation ou à la lecture publique, nous recevons, comme Valéry, beaucoup de poésie. Prose ouverte, jointe souvent à des questions ou à des assertions touchant la qualité littéraire de l'envoi, car ceux qui écrivent se demandent rarement si on a le temps de les lire. On essaye de répondre à tout le monde comme on peut, mais parfois, je l'avoue,
Plus que la quantité, c'est la naïveté des courriers qu'il faut lire, des questions prévisibles, des débats réchauffés, des ressassements, vieille époque. Bref, l'arsenal de toutes les candeurs, c'est cette naïveté qui décourage un peu le secrétaire que je suis. On en est encore là, encore ça, la même chose toujours, mais comment est-ce possible? Les mots de Valéry ne sont pourtant pas jeunes, près d'un siècle, et les valeurs qu'il pointe sont vraiment la leçon. Convention de rupture et d'incommensurabilité. La leçon confirmée, convenue, officielle, ébauchée dès le XVIIIe, peut-être même avant, illustrée d'abondance, codifiée au XXe siècle et héritée de lui. Parfois, peut-être, la poésie peut vivre de remises en cause, de défis lancés à l'ordre littéraire établi. Mais la foison des œuvres prouve assez la vitalité poétique actuelle. Nous n'avons plus besoin des grands initiateurs qui nous ont libérés, même s'il n'est pas goûté de l'entendre dire sans détour, nous vivons dans le vrai. Comment, dès lors, s'expliquer que l'idéal esthétique si bien défini du temps de Valéry, accepté, codifié, répertorié en vigueur, même quasi déifié depuis au moins 100 ans, semble encore pour certains aujourd'hui, en 2021, une terre inconnue, un lieu de transgression, un domaine piégé. D'où viennent ces yeux candides? Sur le terrain, partout, des maisons familières, des cités établies, des forêts recensées, des peuplades aimables, des montagnes conquises, et des mots d'ordre zen. Rien qui vaille les bottes d'explorateur, le casque, le fusil. Tout est colonisé dans la paix valérienne. À quoi bon s'inquiéter? Ah, s'il est quelques domaines réellement menacés, des pratiques culturelles agonisantes ou mortes, des espèces en voie d'extinction et d'ultimes spécimens, qui sait, à protéger, mais comme curiosité destinée à l'amusement du tourisme poétique. Alors traçons quelques enclos, sortons le fil de fer, rassemblons et parquons ces derniers survivants. Je m'essaye au style d'écriture journalistique. Réserve naturelle ou musée des choses défuntes, visite avec horaire, parcours fléchés et tarifs de groupe. Car ces ultimes chamans, ces non-civilisés ne menacent eux personne, ni leurs rites, leur rythme, leurs rimes, pratiques immémoriales dont nous pouvons sourire, ne dérangent la paix d'aucune riche nation du domaine de l'esprit. Observons-les comme fait l'anthropologue, dans leurs superstitions, leurs dévotions formelles, à distance bien sûr, respectueuse. Pour ma part, je regarde, j'écoute, et parfois, je prends part au culte de leurs dieux. Je répète leurs noms, j'écoute les prières, la maîtrise du mot, la perfection formelle, l'exécution sans faille, un fatras, si l'on veut, de vieille lune, corsetée, poussiéreuse, mais dont il est plaisant de jouer l'officiant. J'en reprends les mantras, recopie les koans. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Boileau, l'art poétique. Le mot juste trouvé, le poème achevé, dieux et démons sont stupéfaits. Cheng, l'écriture poétique chinoise. On m'avait offert, un sinologue, le traducteur m'avait offert ce livre quand j'avais 20 ans. Cette vilainie encore. La bonne peinture est une musique, une mélodie, un poème, et il n'y a qu'une intelligence très vive qui puisse en sentir la difficulté. Dialogue de Michel-Ange avec Francisco da Orlando. Ce credo atavique, enfin, le poème doit être une incantation, un carmen,
Déclamé avec la mélopée sacramentelle, sans en modifier une modulation, il produit nécessairement ses effets. Une fausse note, une erreur de mesure, l'interversion de deux sons dont elle se compose, et il s'annule. Maspero, étude de mythologie et d'archéologie égyptienne. Tout ça est bien fini. Exit les vieux démons. Tout cela n'intéresse que l'étude des langues mortes. Nos parents sont sortis des sordides entraves. Nous modulons nos textes ainsi que bon nous semble. Tous les arts sont libres maintenant. Personne n'y est plus expert que quiconque. Vous vous rappelez ? Chacun fait comme il veut dans sa propre cuisine. Je ne vois rien, nulle part. Aucun auteur, nulle œuvre, manifeste, décret, dictate ni dictateur, excommunicateur, inquisiteur des lettres à la André Breton, pour remettre en question, en péril, la norme. Amis qui adressez vos poèmes à notre théâtre d'art, pourquoi vous inquiétez, tourmentez, justifiez? La poésie touchant enfin la vérité. J'aimerais qu'à son tour, chacun se tranquillise, qu'on cesse de brandir des étendards troués, de voler au secours de la victoire. Quel instituteur, quel prof des écoles n'a pas demandé à son CM1 de s'essayer à la rédaction d'une liste cocasse à l'après-vert? Quelle enseignante n'a pas fait jouer sa classe de collège sur les surprises de l'écriture automatique? Quel lycéen n'a pas son cahier de poèmes et ses essais d'illumination personnelle dans un tiroir de sa chambre? Mais sérieux, j'en connais, même ceux qui suivent plus volontiers Fred sur Planète Rap qu'Arthur en Abyssinie. Bref, n'avons-nous tous sucé avec le lait le vertige de la libération, la levée d'écrou, la rupture des cadres? Les textes que nous recevons tiennent rarement d'un Prévert. Peut-être trop plaisant, trop léger, il a peu de disciples, mais souvent, en revanche, d'un Rimbaud prosateur, pas toujours trop adroit, plus encore d'un Éluard, d'un Char, d'un Bonnefoy pour les plus avancés, bien que ce ne soit vraiment pas très très jeune. Et puis, des rimes aussi. Des rimes, encore et malgré tout, des vers, dont on voit bien qu'ils s'essayent d'être réguliers, mais qui, force est de l'observer, sont très souvent défectueux du point de vue formel, du point de vue chamanique, rimés et mesurés dans l'à peu près. Des défauts plus ou moins inconscients, j'ai pu le vérifier, aussi involontaires que les caprices d'une orthographe étrangère à la langue française. Tout cela, pas bien grave. Ici, personne ne juge. Rien n'est d'ailleurs plus confortable, plus bourgeois, que de se donner pour juge d'œuvres où les auteurs ont mis tout ce qu'ils pouvaient d'art et d'eux-mêmes et que nous n'avons que la peine de lire. Mais, ce qui déconcerte quand même, mais ce qui use et fatigue le secrétaire en moi, bref, ce qui saoule un peu, comme saoulerait la diffusion grande surface des rengaines jingles de la pub, ce qui use l'accusateur-récepteur, l'éplucheur du courrier, c'est que toujours, les commentaires des auteurs-expéditeurs, qu'ils avouent modestement être à sa recherche, qu'ils pensent l'avoir trouvé, qu'ils revendiquent de l'avoir illustré, toujours les commentaires des poètes parlent de cette libération-liberté comme de la déesse mère. Incompréhension de ma part. Pourquoi ce ressassement? Quel étrange besoin comme d'une justification, auto-justification de production littéraire dont on pressent peut-être, dont on craindrait et chercherait à prévenir d'éventuelles imperfections? Cela semble incroyable.
car rien n'oblige au vers ni à la rime, ni à l'assonance, ni à la mesure. Qui est fort, qui est faible, et qui donc peut juger, et sur quels critères, et par rapport à qui? Et surtout, qui s'occupe de ça? Liberté, s'affranchir de, créer à son gré, tout cela formulé de façon si obsessionnelle, ritournelle, inconsciente, martèlement du propos, doxane, névrotique. Le poète aveuglé forge ses propres chaînes. Mais d'où débarquez-vous donc? Tous les arts sont libres maintenant, personne n'y est plus expert que quiconque. Vos justifications, revendications sont toutes anachroniques. Elles ne s'imposent nullement, pas du tout, plus du tout, ni en rien. Si quelqu'un des rimeurs tient à se corriger, qu'il se calme d'abord, qu'il se soigne, se libère de soi seul. Pour ma part, oui, bien sûr, je ne m'en suis jamais caché. Je suis capable de comprendre et de ressentir intérieurement, comme Maspero citait tout à l'heure, que la connaissance intime de la ligne formelle, la conscience des possibilités de ces micro-variations, les tensions dues aux écarts de la rigueur initiale peuvent renforcer le charme, le carmen de la séquence des mots qui forment le poème. Je comprends également les surprises du travail inlassable et l'émotion, la commotion même, qu'engendre la sensation d'un texte singulièrement achevé. Mais cela m'appartient, c'est ma forme de corps, ma caution si l'on veut, plutôt ma concession à la vieille école. Je peux l'accompagner, mais n'y peux rien changer. Je n'en peux rien transmettre. Elle n'engage personne que moi. Bien sûr encore, et sans se vouloir pour autant spécialement liberticide, je trouve que l'on peut regretter que des lois soient enfreintes quand c'est par ignorance, le moyen en effet de transgresser des règles que l'on ne connaît pas, parce que créer, souvent, tient à la transgression. Bien des poèmes reçus me font l'effet d'un Rubik's Cube que le joueur croirait fini ou dont il se contenterait d'avoir réussi 2 ou 3 faces. Mais nommer liberté l'état involontaire de l'inachèvement, c'est créer un lecteur plus difficile que soi. Libre, oui, mais de modifier, compléter, de reprendre et de pousser le jeu au-delà de ce qui satisfait l'auteur. De toute façon, ce travail si tentant n'est, et je le regrette, que rarement fécond. La maladresse d'un premier jet peut bien être reprise. La fraîcheur, la spontanéité, le génie appartiennent en propre au seul premier auteur. Le lecteur-correcteur ne peut finalement, dans les meilleurs cas, que déplorer le mélange de dons et d'ignorance qui a créé l'objet. Qu'eût-il fait, ce surdoué, en connaissance de cause? Mais voilà qu'il délaisse la partie commencée. Mais voilà que le fou se déplace en ligne droite, l'échiquier se dissout. Toutes les pièces sombrent. Les commentaires ingénieux ou candides n'y font rien. Avec le temps d'ailleurs, l'œuvre n'a plus qu'elle-même pour se défendre. Les vieilles règles poétiques, observées ou non, n'y font pas davantage. Elles ont même contre elles toute la tradition libératrice, les chefs-d'œuvre classiques. Qu'ont-ils de si fameux, sinon ce qui échappe à tout enseignement, a fortiori celui dont ils sont le modèle? Il est 1000 manières de jouer un même jeu, et la plus sérieuse et la plus efficace relève de l'enfance, le génie retrouvé à volonté. L'enfance qui nous apprend à tenir notre rôle, à croire au cavalier, au roi, à la princesse,
assez intensément, suffisamment longtemps pour enfiévrer la partie. Celui qui n'y croit pas déçoit un peu les autres. Celui qui lâche l'affaire, on ne le dit pas libre, on le dit mauvais joueur. La liberté, d'ailleurs, si ce mot garde un sens sur le plan esthétique, la liberté me semblerait plutôt, moi, de m'affranchir de l'écriture même, d'aller plutôt respirer parmi les arbres. Les lignes de leur écorce valent bien mes gribouillis. Ceci en est la preuve, ô patient lecteur. La liberté encore, ce serait l'instauration de la notion d'anonymat en art, sans lever la manie d'attacher son nom à une œuvre. Ah, quelle respiration! Poésie est partout, donc hors de l'écriture, hors de la signature, de Virgile à Célan, d'Homère à Jabès, d'Euripide à Lorca. Poésie est partout, bien ailleurs que chez eux les grands, hors des écrits, des paroles, des livres, des objets. Un moment de silence, une maladresse. La trame de nos jours est tout ce qu'on voudra, qui nous aura touchés ou même pas touchés. Recèle la poésie au moins autant et plus qu'un sonnet de Shakespeare. J'ai envie de dire que quand tu ris, tu es poète. C'est la leçon du XXe siècle, et même d'avant. Je souris au passage malgré le mal de tête. Voilà bien 60, 70, 80 ans que les poètes écrivent pour dire « la poésie c'est, le lieu de poésie est, sans recul, sans humour ». C'est ça qui est drôle. Ne vaut-il pas mieux essayer de faire poésie que de tenter de la définir, et son lieu, et sa raison, et son dessein, etc., en pensant la faire? Tiens, cela me rappelle le fameux commencement d'un Baudelaire dont je n'ai jamais compris que l'on fasse le moindrement cas. La nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Là où l'enseignement officiel parle de synesthésie, de spiritualisme, de pensée métaphysique, il n'y a qu'une description laborieuse qui ne fait absolument pas ce qu'elle dit. La syntaxe est lourde, la musicalité faiblissime. L'idée relève de tous les poncifs de la mystification mystique. Mais je dois constater que la plupart prennent ces mots pour argent comptant. Et je me dis un peu tristement qu'il faudra quelqu'un de bien puissant, bien patient et bien courageux, qu'il faudra un magicien bien grand pour faire lever les nez des livres qui parlent de magie. Poésie est partout, et comme langue des hommes, elle est même bien plus partout aujourd'hui, plus intensément partout qu'Orphée, Byron, Kerouac et tous les junkies de l'ancien monde n'ont cru ou pu l'imaginer. Quelques clics sur la toile et quelques heures de vol, voici l'Afrique, l'Inde, la Chine et sans contrées, 100 mondes nous offrant leurs poètes, leurs chantres virtuoses, leurs chamans exaltés, naïfs, conscients, lucides, maîtres de leurs moyens, inspirés dans leur art. Leur langue, classique, dialectale, leur style sexe ou fleuri y portent aussi bien à l'émotion intime qu'à l'introspection ou à la transe collective. Les fioritures extrêmes du critique, le récitatif aux 8 timbres, le chant chuchoté, tant d'extraordinaires particularités de tous les arts du monde, les uns traditionnels, les autres récents, y compris les concerts de l'art pop, l'art vidéo, les performances, la culture urbaine, vivent manifestement hors cadre, baudelairien, rimbaldien, malarméen, mais saisissent le rapport au monde et rythment l'action
bien plus sensiblement qu'un poème dans son livre. La leçon n'est pas tendre. Notre religion n'est plus la bonne, notre terre n'est plus le centre de l'univers, mais nous vivons ce temps où, sous toute latitude, de toute nation, toute langue, mieux instruits des visages multiples de leur art, éclairés des progrès des sciences du langage, les poètes peuvent enfin comparer leurs approches, leurs efforts respectifs, mesurer fertilement les chemins déjà faits, œuvrer de conséquence en conscience plus grande. On voudra bien me pardonner une longue autocitation. Les poètes peuvent, pourraient, ce sont là des vœux pieux, quoi qu'en dise Valérie et au moins quelqu'un d'autre, la tradition de juger existe, perdure, n'est pas près de s'éteindre. Et quand je dis juger, on sait que le reproche, l'anathème, l'injure viennent encore et toujours aux lèvres du censeur, et même plus souvent que le charme du chant. Aujourd'hui que tout le monde écrit, compose, sculpte, peint, fait des vers, de la danse, de la poterie, etc. Aujourd'hui qu'à peu près tout le monde publie, ne serait-ce que sur le net, le petit monde des élus par l'argent et la caste sociale, détenteurs des tribunes, instructeurs des masses, le petit monde du savoir ne s'en maintient pas moins comme il peut. Mais c'est peau de chagrin que cet espace vital. L'autopromotion, la pratique autoréférentielle, l'admiration narcissique, les renvois d'ascenseur, donnez-moi 1 heure de France Culture, je vous en donne 2 de Sorbonne, n'occupe plus la totalité des espaces culturels, et moins encore celle des esprits curieux de savoir. En tout cas, je l'espère. Heureux décloisonnement, la nose la plus destroy rejoint l'art de lire calme. Lucas, Kérasine, comprime ses phrases comme MC Jean Gabin. Joe Starr a des moments vocaux dignes des meilleures mesures des études de Debussy. Là, je peux vraiment montrer lesquelles. On relit Valérie? Tous les arts sont libres maintenant. Personne n'y est plus expert que quiconque. Amis poètes, reprenons tous ces mots, retenons ces paroles, apprivoisons-nous, approprions-nous leurs leçons pour ne plus y trouver que truisme, évidence. Rien en tout cas, je le répète, qui vaille de sortir le fusil. Ensuite, une fois cet effort fait, patience prise sur nous-mêmes, état des choses admis, ensuite, supposons que quelqu'un, quelques-uns, sans méchanceté, sans mauvais esprit, poussent la liberté à quelques paradoxes. Supposons que quelques-uns poussent la liberté, le « chacun fait comme il veut », Valérie toujours, jusqu'à s'essayer encore aux formes fixes reproductibles de leur vieille culture, mais pis encore, supposons qu'ils le fassent. 1. En connaissance intime des règles. 2. Avec un relatif bonheur, c'est-à-dire parvenant à tirer un jus un peu nouveau de cette vieille salade, ce qui est tout autre chose que de se couler sans effort dans un moule préétabli. Et, surtout, 3. Au point que leur travail soit associé à l'actu, pas seulement artistique, annoncé, commenté et promu par la presse écrite, radio et télévisuelle, soutenu par de grands organismes subventionnés, etc., donc se rendent médiatiquement visibles, l'espace d'un instant. Je pense à quelque chose dont la pub a notamment occupé les longs couloirs du métro de Paris dans les années 90. Cela s'appelle Adonis. À supposer ce triomphe de l'improbable,
Quel genre alors de réaction, quelle manifestation sensible, de quel ordre de sentiment pourra bien saluer en connaissance de cause ce que l'on pourrait dire prouesse ou performance singulière au sens de solitaire. J'en propose 4 ou 5, mais la liste est ouverte. Admirer, s'enchanter, se réjouir sans préjugés. S'étonner ou s'en ficher un peu, ce qui est l'un comme l'autre assez sage. En sourire avec condescendance, ce qui n'est pas gentil, mais bas, somme toute légitime, et puis l'amour-propre est parfois en jeu. Ranger dans le casier, réaction, littérature, formes à contrainte, esthétisme, néoclassicisme, ou pire, l'invention, le classement, la datation par catégorie résument ce que l'école peut nous enseigner de la poésie, via les constructions de l'histoire de l'art. Soit, sans fâcher, sans fâcher. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Sans fâcher, nous y sommes. Fâcherie, vraiment inexplicable, je sais de quoi je parle. Tout incompréhensible, si ce n'est à mon sens, par la dose d'humour conséquence de tout ce que je viens d'essayer de faire un peu sentir. La fâcherie 2021, en matière d'esthétique, me semble une attitude ludique, à la Abbott and Costello, gentiment déjanté, joliment décalé, plaisamment diachronique. Ceux qui font les fâcheux ne croient pas plus que ça à leur fâcherie, ils ne peuvent pas y croire. Apporter cette aigreur et ces sourcils froncés dans un domaine qui a la réjouissance pour objet, un domaine sans autre nécessité que celle des règles d'un jeu, si l'on veut s'amuser sérieusement pour de bon, sans nulle obligation de participation, 100 ans après les anathèmes, excommunications ou cases surréalistes, non, on dirait Abbott and Costello go to Mars, on dirait les Simpsons ou le tatouage de Julien Doré, J-Do. J'endormisse. C'est comme se fâcher que quelqu'un n'ait pas la même couleur de cheveux qu'un autre, que soit Elsa Poppin. De toutes les réactions, c'est la plus incongrue, c'est la plus poétique. Une vraie mise en abîme, avec ou sans Y, se fâcher, insulter, libérer sur un jeu des instincts ludicides. Le sérieux du censeur semble si hors sujet que j'en viens à me dire, après tout, oui, cette fâcherie est peut-être la plus poétique qui soit. Elle répond jeu pour jeu et relève même de l'ordre de la poésie pure. Toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien, écrit Racine, de là à faire tout un poème pour un poème. Les miroirs sont jumeaux, le puits va de soi-même, la pente est souriante, agréable et facile. La Fontaine a bien fait d'un fromage une fable, pourquoi pas le contraire? L'attitude poétique change l'aigreur en sourire, le sourire domine. Comment ne pas juger un poème du moyen de ne pas se fâcher? Nos cerveaux sont trop faits de la pâte grise des livres, souriait Valérie. On peut bien ajouter de la foi dans les mots. L'invention des fameuses règles, rétrospectivement, je la crois due au temps, à la lassitude et à la pudeur de notre condition verbale. Qu'avons-nous fait de nos langues humaines? Qu'avons-nous fait de nos paroles durant ce dernier million d'années? Mais, prospectivement, n'eût-elle pas fait son temps? Je la vois liée à l'hyperconscience sceptique
de poète sensible mais sans illusion, type Malherbe revisité par Hiroshima. Elle peut, je pense, produire encore, sous couvert d'applications très fines, si elle veut inventer, plus fine, plus délicate, plus choisie que jamais. Invention éclairée des progrès des sciences du langage et consciente des visages multiples de la muse. C'est même plus dur encore que du temps de Malherbe. Ce type de conscience a ses naïvetés. La pudeur que je dis de notre condition verbale concerne seulement ceux d'entre nous heurtés, ceux d'entre nous blessés, des limites d'expression de notre langue dite natale, de l'étrangeté foncière du procédé d'échange que représente la parole et du ridicule qui s'attache à ce bruit comme à tout ce qui fait l'humaine fragilité. Sauf accident, c'est vrai, ou sauf choix d'ascétisme, nous n'avons d'autre loi que celle de parler. C'est notre prison 1. C'est aussi le couloir vers le jour, dont certains choisissent de tailler la forme et la matière. Pourquoi leur en vouloir, leur reprocher le corps de l'entreprise? Il se peut qu'ils en fassent une chambre d'écho, un lieu de résonance ou dissonance heureuse. Bénéfice du doute. Qu'est-ce que parler? Qu'est-il possible à l'homme d'exprimer? Creuser dans ces deux questions radicales, les chemins frayés hors de nos ethnocentrismes, lieux et temps, sont peut-être aussi féconds que ceux courus sur nos prés familiers. Alors, vous connaissez les gnossiennes, vous connaissez les gymnopédies. Alors si jamais vous avez la curiosité de chercher la première gnossopédie. Okay. Elle est sur YouTube et c'est la feu Louis qui me l'a faite, c'est moi Louis. Première gnossopédie avec Satie. C'est vrai que c'est un peu étoffé harmoniquement, ça vire un petit peu, pas jusqu'à Messiaen, mais quand même un petit peu acidulé. Et c'est vrai que je t'aime un peu la pureté de la ligne, je crois quand même. Je ne parlerai pas à Satie, mais il y a un peu la pureté de ligne, je crois. Après les harmonies vont un peu se promener. C'est un cours, c'est un cours. Bah, c'est marrant, c'est qu'avec Anne, j'ai découvert pas mal de choses. Notamment, justement, on avait fait un épisode sur Messiaen. J'ai fait Messiaen. Très intéressant, ça je me dis. Ce qui m'avait plu au départ, c'était le fait, vous savez, les notes relativement à des couleurs. Bien sûr. Voilà, il y a ça un nom, ça. Synesthésie. Je connais ça, mais vraiment. Composer de la musique avec elle, c'est ça. Bon, donc j'ai fait un petit travail sur un petit film de 28 minutes. Eh bien, si on regarde la correspondance de Debussy, Claude Debussy à 25 ans, il écrivait à Robert Godet, 6 rue Cassini. Alors c'était avant la même maison, mais c'est amusant de penser à un très jeune Debussy, encore complètement inconnu, qui venait ici voir son ami, qui lui a été fidèle jusqu'à 1918, jusqu'à la mort de Debussy, c'est pas le seul. Il est né à Saint-Germain-en-Laye, mais il est vite revenu à Paris. Il a habité, je ne sais plus le nom, il est né rue au Pin, je crois. Oui. Il a habité 42 rue de Londres, immeuble qui a été depuis lors démoli. Ensuite, il a habité 58 rue Cardinet. Oui, c'est Vous voyez. Et devinez où il a fini. Fini, c'est un triste mot. Square de l'avenue Foch, un hôtel particulier dont il galérait pour payer les traites, parce qu'il avait épousé au grand scandale, il avait choisi une deuxième épouse, Emma Bardac, qui était très riche. On pensait que c'était elle qui l'entretenait, mais pas du tout. C'est lui qui, au prix de sa santé et cancer, et de tournées, d'angoisse insurmontable, a entretenu le luxe auquel était habituée sa nouvelle compagne. Car quand on a su que cette Emma Bardac, née Emma Moïse, allait épouser un gueule de musicien, sa famille l'a déshérité, abandonné, et c'est Debussy qui a fait le travail de tourner dans le monde, en Russie, de tourner, il a vraiment laissé sa santé. Et il est mort dans la nuit du 26 mars, 25 mars à 10h du soir, 22h, au square de l'avenue Foch, ça s'appelle square du Bois de Boulogne. Oui, l'avenue Foch, et au bout, côté droit, il y a le square, là, c'est le
Je suis allé plusieurs fois. Vous aviez Hersan, Caroline de Monaco, il y avait Arthur Belch, il y avait Marcel Pagnol. C'est vraiment le quartier le plus luxueux qui s'est imaginé. Et c'est émouvant de voir que vers 1886, je ne sais plus exactement la date, on a des lettres adressées à Robert Godet de Claude Debussy, 6 rue Cassini, donc là c'est le 4, 6, c'est cette grande maison. On a un peu changé la numérotation. Mais mis à part Debussy, je suis là pour parler du sonnet, de l'imperfection, de la préférence, de l'opposition classique entre le cœur et la technique, ce qui est une grosse bêtise. La technique, c'est tout l'homme, il faut beaucoup de cœur pour apprivoiser la technique. Donc un sonnet, c'est du easy writing, comme il y a du easy listening, c'est du easy writing, c'est du vite fait, mais ça se tient dans les règles. Voilà le sonnet. Vous renvoyer au coin n'est pas en ma puissance. Les règles du sonnet font bien moins que l'esprit, que le cœur, que le goût, que certaines arts du tri. Rien dont ne vienne à bout un brin de patience. Les anciens lus, relus, apportent la science, l'exemple, la pratique, et le plus sûr abri contre l'horrible écho du vers mal équarri, contre l'écrit douteux, contre la contredanse. À part ça, la critique a si peu d'importance. Moi, j'excelle à tenir aussi bien à distance qui d'éloge me prive ou jamais ne tarit. Et carissage ou pas, chacun fait comme il pense. Nos juges sont les uns des anges de silence, les autres des bouchers à l'aimerie. Nous étions devant la maison de Robert Godet, le plus grand ami de Debussy, le plus fidèle. Fuyons avant que la police ne nous mette en prison. C'est bientôt l'heure du couvre-feu. On va rejoindre M. Sarkozy. Cela dit, il a eu quand même, c'est émouvant parce que Socrate, on a cru que c'était une blague, c'est une bonne musique. Oh, super, c'est émouvant. Super. Et Parade, c'est avec la machine à écrire, la route de fête foraine, etc. Voilà, c'est bon, bravo. Vous avez fait un film. C'est merveilleux. Et on peut le voir quelque part, il est peut-être. Je l'ai fait pour la télévision, pour Mezzo. Excellent. Et avant qu'on se connaisse, je pense que c'était le début des 2000. Ouais. Et alors après, c'était appelé musique à l'époque. Et là, ça a changé, ça s'est appelé Mezzo. C'est la même chaîne. C'est pour eux que j'ai fait. Mais ça m'avait beaucoup plu. Et avant qu'on se connaisse, je pense que c'était le début des 2000. Ouais. Et alors après, c'était appelé musique à l'époque. Et là, ça a changé, ça s'est appelé Mezzo. C'est la même chaîne. C'est pour eux que j'ai fait. Mais ça m'avait beaucoup plu. Oui, avec une note, c'est personne numéro 2. Moi, ça reste mon note préférée. Plus d'épisodes. Plus, j'en avais fait plus avant. Les 16. Félicitations.